Et salut, bonsoir, bonjour, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, à nos amis et un grand bonjour à nos amis, qui apprécient Néphilim ou qui vont apprécier Néphilim après cette émission et qui nous rejoignent, nombreuses et nombreux aujourd'hui avec, moi. J'ai la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir Carthage Bonjour et bonsoir tout le monde. et Merci de suivre cette Barolos émission. et Barolos. Salut Kylian, salut Carthage, salut à tous. Alors, on va commencer par le commencement et le commencement, c'est surtout de tous vous remercier pour, vos très, 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 très nombreux retours sur la première et précédente émission, où on a eu énormément de commentaires hyper sympas, déjà et aussi, quand on avait posé, la question: quels sont les sujets que vous voudriez voir traités?» On a eu une liste longue, comme l'Agartha, à traiter et on se disait, juste en préparant, l'émission qu'on ne sait pas si la vie d'un homme, sera suffisante, pour traiter tous ces sujets. On va essayer de les aborder un par un. Il y a eu, voilà, des questions à la fois sur le lore, sur les règles, sur les scénarios et particulièrement une question sur les campagnes, les scénarios, l'ordre préconisé. Quels sont ceux qui sont nos préférés, et donc on a décidé aujourd'hui de parler de ça et de parler scénario, campagne, Néphilim pour essayer de défricher un peu, expliquer, ce que nous, comment nous on voit les choses. Alors, comme la dernière fois, je vais me permettre de prendre un peu, les questions et puis, de demander à mes frères déchus autour de la table de répondre. Et la première, comme bien sûr les questions sont jamais préparées, et il y a pas de piège, la première c'est la dernière fois on avait parlé plutôt de la campagne préférée, le scénario préféré et moi je lui ai demandé comment en fait, à Baronos et à Carthage, un jour, vous avez commencé soit en MJ soit en joueur, votre tout premier scénario. Peut-être un peu comment vous l'avez, mené ou joué? Et je vais commencer par Carthage, si tu veux bien, sur cette question préliminaire. Bah, pour une fois, c'est une question facile. Donc ça doit se passer, je pense en 92-93 quand le jeu est juste sorti là, tout frais moulu, de chez l'éditeur. Je tombe là-dessus, je tombe sur ce jeu et puis, il y a que les veilleurs à l'époque, je crois. Plus, je crois dans le livre de règles, il y a un début de scénario sur la ville 10. Donc je me suis emparé des veilleurs et je suis tombé là-dessus. Ça m'a paru, à l'époque tellement proche en fait de la vie, de du français moyen de tous les jours, sans être péjoratif, hein, mais un petit village français, un petit huis clos, un mystère. Ça me fait un peu penser en fait au le Legs de Saint-Amand qui est sorti, me fait penser un peu à ça quoi, ce petit huis clos et du coup, c'est le premier scénario que j'ai maîtrisé et je suis tombé dessus, et je suis tombé OK. amoureux. Et tu l'as maîtrisé et donc est-ce que ça t'a demandé beaucoup de temps de préparation pour cette première partie? Parce que d'aucuns pourraient se dire: «Mais maîtriser une première partie de Néphilim, ça peut demander énormément de temps de préparation». Est-ce que tu t'en souviens? Parce que là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans, auront du mal à connaître. Alors j'étais un peu jeune à l'époque, donc je sais pas quel âge je devais avoir, mais j'étais un peu après le bac. Non, il me semble pas avoir pris tant de temps que ça parce que le scénario est pas épais. Le lore était pas non plus très développé comme aujourd'hui. Donc il y avait plein de portes ouvertes et plein de questions, mais pas tant de réponses que ça. Et ce scénario faisait pas appel à autant de notions qu'il y a aujourd'hui qui sont nées au fur et à mesure. Donc non, je pense que c'est vraiment un scénario pour commencer qui est très, très bien, quoi. Top, merci, de ta réponse. Barlos, à toi, hem, la parole. Oui, alors, attends, je commence si vous permettez par une petite parenthèse là concernant justement les retours, sur la première émission. Je répondrai évidemment avec le plus grand plaisir à à ta question, mais, pour dire que moi j'étais quand même assez touché par, la richesse, des retours. Parce qu'il y a certains auditeurs qui, ont partagé des souvenirs de leur 1re rencontre en fait avec Néphilim et souvent, très, émus. Et d'autres, qui nous ont demandé des sujets précis et cetera, mais l'échange
qu'on a pu avoir aussi après dans les commentaires, de dialogue, avec les des MJ, peut-être des joueurs, je ne sais pas, faudra nous dire, la plupart je pense, sont MJ, mais pour moi c'est le cœur de notre projet d'émission là, vraiment, c'est cet échange et ça montre à quel point surtout aussi ce jeu a marqué les esprits. Et moi, bah, c'est ça aussi qui me donne envie de continuer ces échanges et d'aller d'émission en émission explorer, cet univers qu'on adore. Donc, merci vraiment encore à tous pour, pour votre participation et ces riches échanges. Et donc alors, les scénarios, bon, alors faut dire moi quand je découvre des films, on en donc en 92, hein, je découvre quasiment à sa sortie ou peu de temps après. Et comme j'avais dit la dernière fois, je sortais du Pendule de Foucault et je découvre des films. Il m'a fallu un temps pour le lire déjà, le livre. Alors à l'époque, c'est bien parce que finalement les livres de jeux de rôle qui sortaient n'étaient pas des pavés comme, il y a maintenant. La deuxième édition de Néphilim, elle, par contre, en était un et elle venait pour moi compléter la première. Mais dans la première, finalement, sa lecture n'a pas pris trop de temps. Mais il faut quand même assimiler, cet univers, ce truc incroyable qui est, l'univers de Néphilim. Dans cette première édition, il y avait un scénario, La Rose de Provins, qui je sais pas si vous vous rappelez, ouais, et bah, je l'ai trouvé pas mal, mais je me disais: «Mais il faut peut-être d'abord commencer par un éveil». Et donc je me disais: «Bon, bah, le problème, c'est pour l'instant, il y avait pas de scénario d'éveil» et moi, je voulais absolument pour faire comprendre aux joueurs qu'ils jouent des entités surnaturelles qui possèdent des humains, j'avais envie de leur faire vivre cet éveil et est sorti, bah, je crois en 93, un Casus Belli avec un scénario assez court qui se joue peut-être en 2-3 sessions de 3-4 heures maximum, et écrit par les auteurs eux-mêmes, Fabrice Lamidé, Frédéric Weil et ce scénario, c'était Tant va la cruche à l'eau et à sa lecture, je me suis dit: «C'est bon, c'est ça, c'est ce scénario d'éveil, c'est ce scénario vraiment d'apprentissage vraiment de ce qu'est d'être un néphilim, de ce que c'est d'incarner un humain, d'incarner un simulacre» et donc c'est avec ça que moi j'ai commencé. Il m'a fallu un certain temps avant, d'attaquer, les scénarios, officiels, j'ai envie de dire, même si Tombe à la cruche à l'eau, il y a peut-être pas plus officiel parce que c'est quand même les auteurs qui l'ont écrit. Mais j'avais donc commencé par, Tant va la cruche à l'eau, enchaîné avec, un scénario qui était sorti pour une convention des films, je sais plus en quelle année. Ce scénario s'appelait Projet OVNI, absolument fabuleux. Dont je ne parlerai pas, parce que pour l'instant, je prépare quelque chose autour de ça, donc je n'en dirai pas plus. Et ensuite, il y a eu ce fameux, recueil de scénarios de L'Atalante fugitive, toute première version, hein, qui n'avait rien à voir avec, celui qui est sorti pour la V5. Et donc on a fait, je crois, les 3 ou 4 scénarios, et là, je me sentais prêt pour attaquer, du lourd et qui était donc le Souffle du Dragon. On va en parler sans trop détailler, mais je pense, voilà, qu'on a chacun, toi Kylian et Carthage, notre parcours de maître de jeu et notre découverte progressive des scénarios et des campagnes. Voilà, donc l'ordre pour moi et je pense que c'est aussi l'ordre que je conseillerais peut-être à quelqu'un qui découvre Néphilim. Heu, bah, alors ça va être difficile parce que jouer avec la V1, elle doit être très difficile à trouver maintenant. Parce que moi je place le contexte du jeu, moi, dans les années 90. J'expliquerai peut-être un peu plus tard d'ailleurs, pourquoi je le place dans les années 90. Mais pour l'instant, voilà, je m'arrête à Tant va la cruche à l'eau, Projet OVNI, le supplément La Talente fugitive, enchaîné avec, Le Souffle du Dragon. Alors merci beaucoup. J'ai affiché, sur votre écran pour ceux qui regardent YouTube, les couvertures. Alors, les veilleurs, qu'on retrouve dans la 5e édition Légende, disponibles. Donc on va faire attention parce qu'il y a effectivement, comme disait, Baron Los, des choses que vous pouvez pas trouver aujourd'hui, introuvables. J'ai mis aussi le petit Stymnosis de La Rose de Provins, parce que, j'ai pas loin, ma 2e édition et je peux prendre rapidement des photos. Et puis j'ai mis aussi la couverture de l'Atalante fugitive, dont vient de parler Baron Los. Et donc ça, c'est intéressant parce que tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez commencé par des scénarios et moi, j'ai toujours eu un challenge. Peut-on vraiment
faire juste un scénario Néphilim, vu la complexité déjà de faire, des personnages, hein, Néphilim. Et est-ce qu'on arrive à toucher du doigt l'univers avec un seul scénario? Est-ce que vous pourriez, tenter de répondre à cette question? Est-ce que vous pensez qu'un seul scénario de jouer ou maîtriser un seul scénario de Néphilim pourrait, faire toucher du doigt vraiment la profondeur de l'univers? Ou est-ce un leurre, Synarque? Baron Los, je te redonne la parole? Moi, personnellement, avec, de nouveaux joueurs, je démarrerai pas avec une grosse campagne. J Plutôt, comme je disais, peut-être, 1 ou 2 scénarios courts, très immersifs et surtout pour que les joueurs, en fait, apprivoisent petit à petit, peu à peu, la nature de leur Néphilim et leur relation à leur simulacre, à l'être humain qu'ils incarnent. Et ensuite seulement j'ouvrirai, les portes d'un récit plus vaste. Parce que, je pense qu'en fait un scénario, la distinction par rapport à une campagne, c'est, heu, un scénario, c'est un moment, c'est une énigme, c'est, un choc, j'ai envie de dire. Et une campagne, c'est, un éveil, c'est un cheminement, un chemin de transformation. Et dans Néphilim, il y a cette notion de progression initiatique qui est pour moi, est essentielle. On ne joue pas juste une enquête, même si c'est souvent le cœur, des trucs, mais il y a ce rapport au personnage, au Néphilim et donc on joue pas, une enquête, on joue une révélation quoi, une quête initiatique, une progression. Voilà pour moi la grande différence donc et c'est la raison pour laquelle je commencerai plutôt par des petits scénarios et j'enchaînerai ensuite, une fois que tout le monde est prêt et y compris le MJ, avec une campagne. Alors, je me permets, et avant de passer la parole à Carthage, moi, c'est un peu l'inverse. Alors, il faut tout connaître le groupe de joueurs, donc j'enlève le cas où je connais pas le groupe de joueurs et j'ai besoin de tester si ça fonctionnera et cetera. Parce qu'effectivement, là, je préconiserais plutôt un scénario one shot, hein, juste pour le groupe. Mais si on connaît bien son groupe de joueurs ou et de joueuses, et ben, moi, je suis plutôt sur quelque chose d'assez long. Parce qu'en fait, enfin assez long, entendons-nous bien, la Nouvelliste, par exemple, qui est censée être, un peu, une campagne d'initiation, hein, écrite, ça peut être, il y a 3 grands axes, ça peut être joué de manière assez longue parce que j'ai l'impression que sur un one shot et même, Ton Val à Chalot, hein, que j'aime bien comme scénar et finalement est relativement court, hein, enfin relativement, on peut le faire en quelques parties, mais relativement court et je trouve que justement ça effleure peut-être trop. Alors oui, on voit la naissance, la réincarnation, pardon, d'un Néphilim, mais et donc moi, mon approche est plutôt, quelque chose d'un peu plus long et c'est pour ça que mon préféré, hein, pour, l'initiation à Néphilim, c'est Le Souffle du Dragon, qui est long, hein, entendons-nous bien. La Nouvelliste, c'est sympa, mais c'est un peu aussi, convenu, on va dire et puis sans transformation de l'univers, parce que je vais y venir. Je trouve que, on va parler des campagnes majeures. La force de Néphilim, c'est qu'ils ont tenté à chaque fois de faire des scénarios ou des campagnes qui transforment l'univers ou qui apportent une pierre très importante à un univers et donc on n'a pas l'impression d'être juste de balader dans un univers qui est déjà très compliqué, où on est juste une petite fourmi et on a justement l'impression d'être des acteurs majeurs de la scène occulte, et donc ça, c'est quelque chose que je propose moi à tout MJ ou groupe de mettre sur la table dès les premiers scénars. On n'est pas, un Néphilim moyen, qui est resté, des millénaires en stade et cetera. On est des acteurs majeurs du changement de la scène occulte et parce qu'en termes d'inventivité pour les joueurs, c'est quand même plus sympa de se dire qu'on transforme l'univers plutôt que qu'on subit. Donc voilà un peu ma réponse aux 2 questions précédentes avant de passer, la parole à Carthage, hem, sur cette deuxième question. Bah, je serais plutôt de ton avis, Kylian. Quand on regarde un personnage de Néphilim, il s'inscrit, clairement sur la durée, quoi. On fait un personnage qui a vécu des millénaires. Jouer quelques jours, voire quelques années, c'est une espèce de on met la loupe sur juste un moment. Mais je crois que c'est vraiment la force du jeu, c'est de s'inscrire, dans le temps et dans cette quête qui va les mener à une espèce de progression, peut-être une révélation, ça va dépendre de leur chemin.
La difficulté, c'est de mettre le pied à l'étrier, j'ai l'impression, souvent, par où commencer et j'ai une petite anecdote. J'ai fait, récemment découvrir Nephilim à un groupe de joueurs qui ne connaissaient pas du tout le jeu et je leur ai même pas dit à quoi ils allaient jouer. Je leur ai juste dit que ça allait être un peu long. Je leur ai dit: «Crée-moi un, portrait chinois». C'est un portrait qu'il y a dans les anciennes éditions, si j'étais, un personnage célèbre, une œuvre d'art et cetera. Ils m'ont décrit leur personnage, j'en ai déduit leurs métamorphes et je leur ai dit, j'ai créé une petite amorce, moi-même. Après j'ai embrayé sur le souffle du dragon, mais je leur ai dit, par exemple: «Bah, vous vous réveillez, vous êtes à l'hôpital, vous avez perdu, connaissance». J'ai brodé un petit truc là-dessus. Ils ont commencé à voir des choses bizarres, donc un peu la vision qu'il y a. Ils pensaient qu'ils étaient drogués à l'hôpital. Le médecin était un peu bizarre. Donc ils ont commencé à goûter un petit peu à l'occulte. Ils pensaient qu'ils étaient complètement, drogués sous le une espèce d'objet de test d'expérience et puis, ils ont eu cette révélation qu'ils étaient pas humains. Déjà, c'était un premier choc pour eux, alors que du coup, cette, 1re révélation, ça les mettait déjà dans le monde. Oui, le monde est pas ce qu'on pense et il va falloir découvrir des choses. Et du coup, rien qu'avec un petit scénario, je pense qu'on peut faire, énormément de choses et j'invite en fait ceux qui veulent découvrir le jeu, être un petit peu peut-être inventifs, créatifs, prendre des choses qu'ils connaissent du quotidien pour, aller amorcer, la le début de leurs histoires, de brancher ça sur le souffle du dragon, sur, voilà. J'ai appelé ça les cloches de Vannes pour être local avec la Bretagne et ça a pas mal marqué mes joueurs. Donc c'était, voilà, c'est une petit tips peut-être qui pourra aider Alors, certains maîtres du jeu. c'est intéressant parce que, Barlons le disait aussi, hein, dans sa premier scénario, c'est la réincarnation de Néphilim. En fait, moi, mon petit tips, mon conseil que je dirais, c'est, l'univers, personne n'arrive même après des années, à le maîtriser dans son ensemble. Donc en fait, prendre un aspect très nouveau de découverte des bases de ce que c'est qu'un Néphilim, la réincarnation ou est-ce que le monde occulte, le voile, ça suffit à alimenter un scénario ou une mini campagne déjà. Rien que ça, vous en avez pour des heures et en plus, l'avantage, c'est qu'en tant que MJ, vous n'avez pas grand chose finalement à connaître sur le lore et je vais même dire un truc que je conseillais il y a pas plus tard qu'hier soir à un MJ qui veut faire du Néphilim. Le livre de base suffit à te faire des heures et des heures sans rentrer dans le lore, la complexité voilà, de tous les arcanes et cetera. Donc mon conseil, prenez, que ça soit officiel, parce qu'il y a pas mal d'officiels ou écrivent ou écrits par vous-même, prenez vraiment juste les bases de l'univers et je pense que pour la plupart des joueurs de jeux de rôle, mais les plus aguerris, ça suffit à faire une histoire consistante et intéressante à vivre et pas à peine de se lancer dans les complots, Synarque, Rose-Croix, plus machin, qui était un peu le défaut, je me permets sur la Rose de province que j'ai fait jouer aussi, qui était déjà un peu tordu, dans son intrigue. En gros, si vous commencez déjà à avoir, je rentre un peu là, spoil, 3 arcanes mineures, dans votre scénario d'introduction, je sais pas ce que vous en pensez, Baron de Los Carthage, mais c'est trop en fait. C'est dans un scénario d'introduction, hein, je parle, attention. Après, plus tard, Ouais. vous pouvez mixer. Bah, de toute manière, c'est clair que pour, les joueurs comme pour le MJ, les films, c'est ce qui pèse, c'est la surcharge, du lore, en fait. Ce qui compte, en fait, c'est l'importance, du mystère, en fait, dans des films. Parce que finalement, les joueurs découvrent l'histoire invisible, des choses, des secrets que le maître de jeu a lui-même découvert en préparant le scénario. Donc il y a une progression, et une connaissance du lore qui se fait petit à petit, à la fois pour le MJ et pour les joueurs finalement. Parce qu'effectivement, on peut pas tout, appréhender, tout lire, tout savoir sur le lore gigantesque de Néphilim. On l'apprend en tant que MJ et en tant que joueur au fur et à mesure finalement des parties. C'est ça, c'est cette progression, cette révélation progressive, lente du monde invisible quoi. Et il suffit en fait pour les joueurs et pour le MJ donc de ressentir qu'on marche sur, les traces d'un secret oublié, et c'est là que le jeu prend tout son sens, quoi. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur, cette approche par rapport au scénario, aux campagnes, vous êtes peut-être plus, dans l'idée de partir sur une campagne d'entrée.
Mais en fait, finalement, je suis complètement d'accord avec vous. Parce que moi, en commençant par la «T'en vas la cruche à l'eau», en enchaînant avec comme ça 2, 3, 4, 5 petits scénarios, ce qu'il faut et ça, c'est le travail du MJ, c'est de créer un lien entre ces histoires. Il faut impérativement et ça, c'est justement parce que les personnages vont être, suffisamment étoffés, vont avoir de la personnalité, des secrets, des choses enfouies, il faut que ce lien, se crée, que cette histoire personnelle des joueurs et de leur groupe se crée d'un scénario à l'autre. Dès qu'on commence peut-être par le plus petit scénario, un petit scénario comme «Ton va la cruche à l'eau», on est déjà en train d'entrer dans l'histoire. On est déjà en train finalement d'attaquer une grande campagne qui va être en fait tout ce que vont vivre ces personnages. Parce qu'il faut en fait, il faut qu'ils les gardent. Il faut qu'ils gardent les mêmes personnages avec lesquels ils ont commencé et avec lesquels ils vont enchaîner ensuite toutes les scénarios et les campagnes. Mais il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait, comment dire? Une transition, même si c'est une ellipse, même si c'est quelque chose qui va être expliqué assez rapidement, il faut que tout ça se tienne, quoi. Donc sur le fond, finalement, on est d'accord. Ouais et c'est intéressant parce que, une des grandes questions dans les films et ce qui fait peur, c'est, il y a beaucoup de campagnes officielles. On va en parler, là, dans 2 minutes. Heu, Combien de personnes ont écrit leur propre campagne? Il y en a, moi j'en connais. Est-ce que finalement c'est risqué? Parce qu'il y a toujours la question, il y a un tel lore, écrire une campagne personnelle, c'est est-ce qu'il n'y a pas une trahison de l'esprit du jeu dans ce qu'on va faire? Et quel est votre avis, Carthage, toi? Est-ce que ça t'impacte, hein, cet esprit du jeu quand tu fais tes je sais que tu fais tes campagnes, perso. Est-ce que voilà, comment tu le gères? Et ma question subsidiaire, c'est comment vous gérez l'incohérence? Parce que forcément quand on écrit perso, même quand on fait un scénario officiel, à un moment donné, on va faire l'incohérence. Comment vous gérez, dans les films puisque c'est un monde finalement, qui a un lore tellement lourd qu'on peut penser qu'il est nécessairement, je me donne à répondre à la question, cohérent. Voilà. Donc Carthage, comment toi tu gères ça quand tu écris, la cohérence de l'univers, l'esprit du jeu? Alors quand tu parles de cohérence, pour moi, ce qui est fondamental, c'est la cohérence de sa partie, de son histoire, parce que chaque table a la sienne et je pense qu'il faut pas hésiter à se l'approprier et à casser, des choses qui nous plaisent pas, qui nous paraissent, pas forcément, opportunes sur le moment ou qui collent pas avec l'ambiance qu'on veut coller donc je pense qu'il faut piocher un petit peu ce dont on a besoin. Alors je fais jouer là depuis quasi ouais, c'est 3 ans, quelque chose comme ça, à un rythme assez soutenu quand même, une grosse campagne, j'en ai enchaîné pas mal. Un des gros conseils que je peux donner, énorme conseil, c'est prenez des notes et j'en suis à dire: «Ce PNJ a dit ça aux joueurs». En fait, il a menti. Il a dit une fausse information. Parce qu'en fait, il faut sourcer ces informations. C'est un jeu occulte où il y a des informations et les joueurs vont apprendre, désapprendre et cetera donc c'est un véritable labyrinthe. Donc un gros conseil, c'est prenez des notes, vous, pour rester cohérent, relisez-les, et puis à la fin, on se demande quel système, de notes, peut être, efficace pour retrouver vite ces informations. Donc j'ai des joueurs ils ont commencé depuis quelques mois, ils ont plus d'une centaine de pages parce qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de notes. Donc ça, bah, c'est très riche. Je fais pas beaucoup d'infodump, mais c'est mes joueurs qui viennent visiter des PNJ. Comme disait Baron Loss, tu as un 1er scénario, tu vas rencontrer quelqu'un et puis peut-être, 3 scénarios plus tard, tu vas revoir cette personne en lui donnant des informations et là, comme tu disais Kylian, le monde bouge, il évolue au fil des campagnes et il est dynamique et ça, c'est vraiment génial. Donc on reparlera des campagnes, peut-être de la suite que j'ai que j'ai fait avec mes joueurs. Ça peut donner des idées en tout cas, mais je pense que tout le monde peut faire la sienne. Mais voilà, je pense qu'il faut avant tout rester cohérent avec soi-même et avec son propre monde, sa propre histoire et ça, c'est vraiment le plus important. Parce qu'après avec le les scénarios et les campagnes officielles, c'est plus facile d'être raccord, mais on arrive toujours à retrouver retomber sur ses pattes, je pense, et il y a même des fois des incohérences avec les évolutions des éditions, donc il faut faire à un moment un choix, quoi. Tu as complètement raison, c'est la cohérence enfin je pense, que c'est la cohérence de ton propre univers. Baron Lost, un avis sur le sujet? Alors moi, je préfère et même depuis toujours et même pour d'autres jeux de rôle, vraiment être, comme on dit, by the book. D'être au plus près vraiment du lore, ce qui est dévoilé dans les, livres officiels. Parce que aussi peut-être par fainéantise, parce que créer mon propre, scénario, ça demande un boulot qui est peut-être, 10 fois plus important que déjà préparer une campagne, ou un scénario officiel.
Donc en plus, on est sûr que quand on fait un scénario, une campagne officielle, bon, on ne trahira pas le lore ou quelque chose finalement qu'on va retrouver après dans un autre scénario et si notre groupe de joueurs est parti dans une autre direction ou que tel ou tel PNJ, s'avère être totalement différent de la manière qu'on l'a utilisé dans notre scénario, que dans un scénario officiel, finalement, il va falloir cravacher pour, essayer de rattacher les wagons, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère les scénarios, officiels et puis les auteurs ont bien, bien plus de talent que moi pour, pour le faire. Donc voilà, c'est mon point de vue, hein, et préparer un scénario perso, c'est dur. Mais il faut savoir que même quand on prépare un scénario, une campagne officielle, il y a tout de même énormément de travail pour le MJ. Et Carthage a entièrement raison. On demande d'ailleurs, la plupart du temps aux joueurs, chaque Néphilim d'ailleurs est tenu d'entretenir un grimoire. C'est-à-dire les notes qu'il prend pour pouvoir se souvenir, qu'éventuellement ensuite il va, disposer dans un refuge qui, si au cas où il devait, vivre un effet de Jésus, c'est-à-dire son simulacre mourir de telle ou telle manière, il pourra retrouver son grimoire, il pourra retrouver ses objets ou des choses comme ça qu'il a conservées dans un endroit secret, si tant est qu'il s'en rappelle dans une vie, une vie d'après. Mais voilà, les joueurs entretiennent, ce grimoire, ils prennent des notes et moi j'ai, parmi les joueurs avec lesquels je jouais, dans les années 90, était toujours heureux en tant que MJ d'avoir un joueur comme ça. C'était un peu le scribe du groupe parce qu'il prenait plein de notes et lui quand il se retrouvait face à une situation où il fallait se rappeler du nom d'un personnage ou d'un événement, de quelque chose, d'un détail, il le savait et ça, c'est du bonheur parce que tu as pas à faire en tant que MJ le petit rappel parce qu'ils ont oublié, parce que tu vois? Avoir en tant que MJ des joueurs, qui entretiennent ce grimoire, c'est du bonheur. Mais le MJ doit lui-même entretenir son propre grimoire, j'ai envie de dire. Il faut lui aussi, comme tu disais Carthage, qu'il prenne un maximum de notes. Parce que sinon, aussi à un moment donné, les joueurs vont lui dire: «Ah, attends, là, cher MJ, tu te plantes, parce que moi je sais, je l'ai noté, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, il a dit ça et lui il a fait ça» et ainsi de suite. Pour pas se retrouver un peu comme un idiot face à ses joueurs, il faut être bien, bien préparé. Mais, bon, de toute manière, quoi qu'il arrive, hein, vous aurez beau préparer quelque chose, avec des scènes et cetera, vos joueurs vous surprendront toujours et feront peut-être exactement le contraire de ce à quoi vous attendiez et ce que vous aviez préparé. Mais c'est aussi ça le plaisir du jeu, hein, et c'est, là tout le talent, du MJ de rebondir et de faire que tout cela est normal. Parce que le maître mot, pour un joueur dans un jeu de rôle, c'est la liberté. Il peut et il doit faire ce qu'il veut et c'est au MJ de s'adapter. Donc ouais, c'est de l'art, c'est du boulot. C'est de l'art dans un univers aussi. Alors moi en wrap-up, en synthèse, effectivement, on a besoin de joueuses ou de joueurs assez, studieuses, on va la dire comme ça. Parce que s'il y a pas de suivi sur une campagne de la complexe dans l'univers complexe de Nephilim, c'est compliqué, les joueurs vont venir, perdus, hein, en fait. Donc il faut quand même un peu, c'est pas obligé non plus, d'être rigoriste, mais, de suivi. D'où l'intérêt d'enregistrer, ces parties pour moi parce que comme ça, moi, je suis sûr Mmh. que j'ai un arbitrage vidéo, et je peux pas me tromper. Et sur la cohérence, je rajouterais, 2 points. La 1re point, c'est toujours une question que je pose quand je rencontre un MJ, à un Néphilim, mais combien il y a de Néphilim, en France? Et à cette question, qui est extrêmement intéressante, je pense qu'on a autant de réponses que de MJ. La preuve que l'univers de Néphilim, malgré tout son lore, n'a jamais défini exactement combien il y avait de Néphilim en France à ce moment-là, de l'incarnation, on va dire il y a 20 ans. La deuxième, et c'est intéressant aussi parce qu'on voit que dès le début, Néphilim s'appuyait sur l'histoire et moi dans mes toutes premières, j'étais jeune, hein, dans les années 90, j'avais dit qu'Arthur était un Néphilim du feu. Arthur, voilà, Pendragon, excusez-moi, je vais le nommer. Et puis bam, qui nous balance les Arthuriades et que, bah, en fait, c'est faux. Et enfin, c'est faux, dans le lore officiel, c'est pas vrai. C'est pas ça, en tout cas, pas du tout, loin de là. Et donc, bah, en fait, et pour moi, il a toujours été, un Pyrrhine. Et je l'ai gardé, non, j'ai arrêté ça au bout d'un moment. Donc c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que peut-être que c'était un mensonge occulte avant, que tout ça n'était qu'un leurre. Et avant qu'une certaine vérité arrive et peut-être que même que les bouquins qu'on nous balance, c'est que tout faux. On ne sait jamais. Bon,
bref, on va pas non plus, tout n'est pas faux, c'est du lore. Faites-en ce que vous voulez, modifiez-le. Donc n'ayez pas peur de vous tromper en tant que MJ, c'est pas grave. Votre univers s'adaptera et cetera. La cohérence interne, elle est importante, mais se tromper par rapport au lore est pas grave du tout, je pense. Mon conseil, vous Ouais, embêtez pas, lâchez-vous. si tu me permets, j'ajouterais en fait, peut-être que la clé, c'est de pas intellectualiser le lore. Tu vois, que je te disais, le MJ peut pas, tout connaître et en fait, dans le jeu, ce qui est le plus important à mon sens, c'est que, heu, il faut que ce soit avant tout, d'abord, ramener ça au maximum à l'émotion, à la sensation. C'est vraiment un jeu d'ambiance aussi, Nephilim. Donc, quand le MJ peut-être a un doute lui-même sur tel ou tel point du lore et cetera, bah, laisse planer le mystère. Et Exactement. finalement, voilà, de laisser faire les choses et que les joueurs, les personnages se posent des questions. Voilà, ils ne savent pas, que le MJ ne sait pas, n'a pas la réponse à à la question qui se pose, les joueurs. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de, voilà, laisser planer le mystère. Et sur ce mot mystère, nous allons passer plutôt à une section où on va parler un peu plus pragmatiquement des campagnes qu'on a pu jouer ou découvrir. Et moi, je vais commencer par une question. Je vais vous demander en 3 mots, messieurs, de qualifier ce qui est pour vous une bonne campagne de Nephilim. En 3 mots, qu'est-ce qu'une bonne campagne de Nephilim? 3 mots, hein. Alors, je vois mes compères réfléchir parce que bien entendu, on n'a pas préparé toutes les questions. Carthage, est-ce que tu veux te lancer dans cet exercice, périlleux, mais rapide, Je du coup? propose, je donne un mot, puis vous en donnez un à chaque fois. Allez, ça marche. Tu as raison. Ouais, bon, occulte, hein. C'est un jeu occulte et je pense que il faut que ce soit un peu mystérieux, qu'il y ait des révélations. Alors j'en donne un, épique. Et c'est alors tu voilà. Ouais, moi j'ai tout de suite eu évidemment c'est peut-être synonyme, hein, de épique, aventure. Heu, pour une campagne, je dirais, bouleversant, dans le sens où le monde change et il y a une progression des personnages qui bouleversent un petit peu leur quotidien et remettent en cause des acquis. OK. Moi mon deuxième mot, c'est quête. Et je triche, j'en mets 2. C'est une quête, individuelle pour chaque Néphilim. Je précise en disant qu'en fait, les Néphilim vont être liés à cette campagne et de manière assez nette. C'est-à-dire que leur, Néphilim, leur personnage a un rôle à jouer et vraiment et le moteur est peut-être dans le passé et cetera, mais bon, j'expliquerai après, peut-être plus tard. Donc la quête individuelle et on a déjà dépassé les 3 mots parce qu'on a dit bien plus que 3. Mais Baranlos, vas-y, je t'en prie. C'est ces mots que j'aurais pu citer aussi, hein, occulte, quête, mais là j'ai envie de dire immersion. Parce qu'on est vraiment encore une fois dans un jeu d'ambiance et pour que la magie et la mayonnaise prennent, il faut être totalement plongé dedans et ce mot immersion, c'est aussi, comment dirais-je? Pas un effort, c'est pas le bon mot, mais voilà, une volonté, des joueurs de s'imprégner de leur personnage qui est, une entité surnaturelle, de s'imprégner de cet univers, de se laisser porter en fait heu, par cet univers mystérieux, occulte, ésotérique, surnaturel et donc voilà, de plonger dans cette atmosphère, fantastique, quoi. Immersion. Et alors du coup, je vais renverser un peu la question en disant, ça c'est ce que vous attendez, mais alors qu'est-ce qui est pas du tout en 2 ou 3 mots, encore une fois, qu'est-ce qui est pas du tout pour vous une campagne de Néphilim? Ou même qu'est-ce qui aurait pu vous frustrer dans une campagne de Néphilim ou une lassitude parce que c'est un jeu qui peut être lourd? Hem, voilà, alors c'est aussi un exercice difficile, mais ça permet de bien qualifier finalement les campagnes. Ce qu'on aime dedans et ce qui nous bloque, ce qui nous dérange peut-être même ou ce qui est pas Néphilim. Je vous laisse vous exprimer sur ça. Et question à chaud. Moi Ouais, je peux commencer parce que j'ai vraiment quelque chose qui m'a frustré dans les campagnes de oui, vas-y. Néphilim. Ça tourne en rond. Alors les trucs qui tournent en rond,
Parce qu'en fait, on ne trouve pas la bonne information ou le truc c'est trop puissant ou donc faut que c en fait, ça m'a toujours énervé. Alors c'est dans tout le jeu de rôle, hein, vous me dire, mais Nephilim, ça peut vite tourner en rond. Si on n'a pas la bonne information, on peut, c'est un jeu d'enquête, hein, et qui dit jeu d'enquête, à un moment dit indice, lien et cetera. Et alors vraiment une campagne de Nephilim qui tourne en rond parce que les joueurs sont perdus pendant, 3 semaines dans une ville à pas trouver, ça m'a frustré. Je l'ai vécu dans l'Assemblée du Seuil parce que j'étais joueur. Le MJ, si tu m'écoutes, désolé 20 ans après, mais j'avais l'impression d'être, voilà, un pion sur l'échiquier, balader de truc en truc, c'était frustrant au possible. Et c'est possible vite avec Nephilim parce qu'il y a des Nephilim qui sont tellement puissants et des arcanes qui sont tellement puissantes qu'on peut se faire balader, ça fait plus qu'un mot. Donc du coup, chacun une seule phrase avant. Ah, ah. Et par rapport à la des frustrations, moi, on a pu ressentir pendant les parties. C'est le mot que tu demandes, sorte. Bah, Voilà où moi, ouais. c'est difficile parce que, moi, je joue, beaucoup sur le son et l'ambiance. Donc, finalement, tu t'ennuies jamais parce que quand il y a des moments de silence ou de flottement, la musique est là peut-être pour remplir ces moments-là et donc tu es toujours dans une espèce de déroulé comme ça cinématographique qui fait que finalement même ces moments de flottement contribuent à l'atmosphère, à l'ambiance, du jeu et j'ai jamais alors et c'est tout le talent aussi peut-être du, MJ de prévenir ces moments de flottement quand il sent qu'ils vont arriver et il faut pas que les joueurs commencent à le ressentir, donc il faut prévenir le truc. J'ai eu, l'expérience aussi, intéressante, très intéressante, de parties de jeux de rôle de James Bond. Je sais pas si vous aviez joué à ce jeu qui avait un système qui était ainsi le basic role playing, hein, Chaosium, très simple, mais auquel ils avaient rajouté le système des points d'héroïsme et parce qu'il fallait expliquer comment James Bond, à chaque fois, arrive à se sortir de situations, délirantes, hein. Docteur No, il trouve un truc, avant de se faire découper en 2 par un laser et en fait, plus tu as de points d'héroïsme, c'était des points comme les points de chance dans Chronique oubliée, enfin, où tu peux transformer un échec critique en une réussite critique en mettant des points d'héroïsme et ces points d'héroïsme, tu les gagnes justement en faisant des actions d'éclat, de roleplay ou, des actions incroyables, d'une réussite critique, enfin surtout au roleplay. C'est très arbitraire parce que c'est le MJ qui distribuait les points d'héroïsme et plus tu avais de points d'héroïsme, plus tu pouvais faire des actions d'éclat et plus tu faisais des actions d'éclat, plus tu ramassais des points d'héroïsme. Mais ça m'a fait surtout prendre conscience d'une chose, c'est que quand on fait du jeu de rôle, on n'est pas là pour s'emmerder. On est là pour vivre une expérience, un truc de dingue entre amis, où on se retrouve plongé dans une histoire dont on est les héros. On est là pour se marrer, vivre des aventures, un truc de dingue. Donc, il faut, et c'est le boulot du MJ, arriver, coûte que coûte, en fait, à ne jamais qu'il y ait ce moment de flottement, de doute, où on s'embête un peu, on sent que les joueurs sont, ouais, ils tournent en ronde justement dans leur, dans l'énigme, etc. C'est au maître de jeu peut-être de tendre des perches invisibles pour qu'il agisse. C'est presque de l'hypnose collective parfois. Le MJ, c'est celui aussi qui va diriger les joueurs sans qu'ils s'en rendent compte, tout en leur laissant croire qu'ils sont toujours libres de faire ce qu'ils veulent. C'est là vraiment peut-être la part la plus difficile du maître de jeu. Parce qu'on dit, OK, c'est le maître mot, c'est liberté. Comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs, ce que je pourrais peut-être justement citer ce mot par rapport aux mots qu'on a cités pour une bonne partie de jeux de rôle et notamment des films. Il faut que cette liberté des joueurs, quelque part, elle soit canalisée discrètement par le maître de jeu. Et c'est grâce à ça qu'on évite justement ces moments de flottement. Mais voilà, moi je sais qu'il m'est jamais arrivé telle chose parce qu'encore une fois, quand moi je vais bloquer où les joueurs tournent en rond, et il y a quelque chose dans la musique, et c'est ça aussi qui est intéressant avec la musique, c'est que si c'est juste une ambiance un peu, plate, qui boucle, mais parfois on va mettre une musique et il y a quelque chose qui se produit, dans la musique, un truc qui est un peu, je sais pas, un son, n'importe quoi et d'un coup, moi je vais broder mon récit par rapport à ce que j'entends de la musique. Je suis inspiré par le truc pour créer ce rebondissement ou créer ce truc qui va faire que ce moment de flottement va être empêché ou brisé, voilà. Mais chacun sa technique ensuite, pour arriver à, éviter ça. Mais encore une fois, donc on est là vraiment pour, on est des héros, hein. Les joueurs sont des héros, ils sont là pour s'amuser, vivre des choses extraordinaires. Donc, c'est au MJ de leur en donner, voilà. Merci. Alors Carthage, toi, ce qui peut te frustrer, te
Qu'est-ce qui est p pour toi pas du tout une campagne finie? Alors, je vais citer peut-être 2 travers, un, plus, dans la gamme que je trouve assez récurrent, puis un autre qui m'est plus personnel. Il y a un petit côté qui me frustre dans certains scénarios que j'essaye d'éviter, en les modifiant un petit peu. C'est le côté, on est spectateur d'une grande chose et à chaque fois on est spectateur d'une grande chose et on assiste à quelque chose de grandiose, mais quelque part, on en reste spectateur et on a personnellement, j'aurais envie que mes joueurs aillent un peu plus loin et vivent un peu plus de choses avec cette chose grandiose, sans, sans spoiler ce qu'il peut y avoir. La deuxième chose aussi, c'est ce que j'aime dans ce que j'essaie d'éviter, c'est le «ta gueule, c'est magique». Quelque chose qui est, parachuté, sans aucune explication dans le lore et ce que j'essaie, de faire, en tout cas, je m'y applique, c'est toujours d'expliquer les choses, même si, c'est compliqué, même si, j'ai pas toute la chaîne. Eh bien, j'essaie de faire en sorte que tout se tienne et qu'il y ait une espèce de cohérence, en tout cas dans mes parties et que, il y ait pas, ce personnage qui arrive de nulle part, on sait pas d'où il vient, il a fait ça, boum boum. J'essaie toujours qu'il y ait une généalogie de l'histoire. Et c'est ce que j'aime bien, dans mes films, c'est que quand, par exemple, quand tu reprends des grosses campagnes comme les Chroniques, tu vois en fait, toute la chronologie, il y a 25 000 ans, il s'est passé ça et tu vois toute la déclinaison, la succession d'événements qui ont mené aujourd'hui à ce qui doit arriver et du coup, je trouve que c'est très puissant et j'essaye d'éviter ce parachutage comme ça, qui ma foi est un peu déplaisant intellectuellement pour moi, mais en même temps, les joueurs vont tomber dessus aussi. Ils vont se poser des questions et puis un jour ou l'autre, ça va sortir de sous le tapis. Donc, j'aime mieux anticiper les choses et pas amener ces choses, comme ça, directement sans y avoir un petit peu réfléchi avant, quoi. Mmh, top. Hem, alors maintenant on avait un peu préparé à l'avance. Heu, on va rentrer dans une question qui est: est-ce que vous pourriez me dire quels sont, alors tu as peut-être Baron Los répondu un peu au début, les premières scénars que vous t'a fait jouer, dans quel ordre? Est-ce que vous pourriez me dire, vous, les campagnes que vous avez jouées ou fait jouer, dans quel ordre vous les proposeriez? Un arc narratif que vous auriez pu faire, ensemble, avec cet ensemble de scénarios, voire même si, c'est plutôt autre chose, c'est dans une chronologie historique, voilà, c'est la question, elle est si à ceux qui nous écoutent, quel est pour vous, le bon chemin de campagne avec les noms des campagnes, et puis je mettrai, sur l'écran les noms ou les couvertures, et Carthage, si tu veux bien commencer cet exercice, un peu méthodique, et ça permettra de donner à nos auditeurs des noms de campagnes. Alors j'ai 2 groupes que je fais jouer en parallèle, interconnectés, donc je vais en prendre qu'un seul. Mais, alors il y a un petit tips que je peux donner qui a vraiment bien marché, c'est quand vous faites votre partie, j'avais le temps, c'était pendant la covid, mais si vous avez le temps, ça vaut vraiment le coup de faire un petit solo, peut-être 1 à 2 heures, avec un joueur pour une de ses incarnations. Mettre, un accent sur, son vécu et là, du coup, son vécu va prendre une importance et c'est pas juste un nom sur la feuille, il a vécu quelque chose et du coup, quand il va arriver, dans le premier scénario dans la campagne, il va être riche de tout ça, les joueurs m'ont vraiment dit, c'était vraiment extraordinaire parce que, on a eu l'impression de vivre tout un tas de choses. Il y a des choses qui ont été créées en même temps, je pensais pas les faire et puis, pendant qu'on a joué, ça m'a donné d'autres idées, ça a réorienté mon personnage. Je pense pas que ça prenne énormément de temps, ça dépend de votre groupe, hein, bien sûr mais ça peut être vraiment très, très fort. En tout cas, j'ai trouvé, que c'était, très puissant et moi, je suis parti pour faire jouer des Sélénimes. Mes joueurs avaient déjà joué, la campagne du Souffle et je leur ai dit: «OK, on va jouer les Sélénimes». J'ai fait la campagne Sélénimes, donc elle est pas mal parce qu'on peut faire jouer des petits scénarios au début, d'introduction et puis ça monte en puissance et il y a un basculement, assez puissant à la fin et puis à la fin, j'ai eu le problème, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nos personnages ont vécu plein de choses. Maintenant, on est un peu bloqués. J'avais prévu un petit tips qui était de, tout ce que vous avez vécu là, c'est une vision que vous avez eue, liée à l'arcane de l'ermite et cetera, qui vous a été prodiguée, une vision du futur, et du coup, j'ai pu enchaîner comme ça avec, cette façon. D'autres scénarios, donc j'ai fait Loa, que je conseille, qui est vraiment excellent. Je l'ai fait jouer en 1915, je crois que ou 1905, je sais plus trop la date, mais c'est une époque où l'armée américaine était à Cuba et du coup, j'ai tout transposé. Donc pour ceux qui aiment bien faire jouer dans le passé, je pense qu'il y a moyen quand même de faire, de reculer, des dates et c'est assez puissant.
après de mémoire, j'ai fait jouer pas mal de petits scénarios et aujourd'hui je suis plutôt dans le souffle, dans les Chroniques de l'Apocalypse, donc le gros truc. Donc avec tout ce qu'ils ont vécu, ça donne encore plus de force et ça c'est puissant. L'autre groupe, bah, c'est le Souffle, les Arthuriades. Je pense que les 2 mixés là, c'est un combo, je connais plus le nom que tu avais cité, Gillian, mais apparemment c'est quelque chose de super puissant qui donne vraiment, consistance, au Souffle et donc Le je pense choix que du c'est un bon roi, conseil, quoi. presque, on peut Ah dire. ouais, Et voilà. donc, effectivement, on a des thèmes différents, je rebondis, hein. Sélénime, on joue, des sélénimes, donc c'est pas vraiment des néphilim, hein, ouais. Et après donc tu as pu revenir, Loi alors, toutes ces campagnes ne sont pas forcément disponibles. Heu, donc Sélénime, c'est disponible, je vous l'ai montré dans la 5e édition, vous pouvez le trouver. Loi, je pense qu'il faut, d'occasion. C'est comme les Chroniques de l'Apocalypse qui sont derrière moi, mais qui sont hyper rares aussi. Donc c'est pas forcément, simple, si vous débutez aujourd'hui à Nephilim, de trouver cela, mais d'occasion avec ça doit être jouable. Et donc ce qui est bien, c'est que tu as pu, les effets Mnemos au début, je garde le tips, je le fais aussi, et je passe la parole à Baron Laws, peut-être que lui aussi, il a déjà fait Alors jouer des effets Mnemos. c'était pas Ou des effets Mnemos. c'était des scénarios où il C'était vivait en temps réel? OK. exactement. D'accord. Et bah, tu vois, c'est bien de le préciser parce que je m'étais dit dans ma tête que c'était des périodes d'incarnation passée qui leur permettaient de lier à l'histoire présente, mais non, c'est vraiment au contemporain et en avant de la campagne. Complètement, c'est la création en fait qui s'est un peu émancipée, mais après ça n'empêche pas de faire des effets Mnemos, comme tu dis, hein. Baron Los, alors dis-nous tout de ton côté. Alors moi, je dois vous le dire, messieurs, Kylian et Carthage, je suis impressionné par vous en tant que MJ, parce que vous, vous jouez et vous avez cessé de jouer pendant des années, des années. Donc vous avez un niveau de connaissance du lore de Nephilim et même de pratique, hein, du jeu de rôle. Il faut le voir sur Time to Roll, là, le nombre de parties qui y sont jouées, c'est extrêmement impressionnant. J'ai dit ça parce que moi, en fait, pour évoquer justement l'enchaînement des campagnes, je suis obligé un petit peu de parler de mon parcours perso. Parce que donc découverte de Nephilim en 92, l'enchaînement des scénarios et campagnes, ça a été donc je disais, Dans Valacruz Shallow, ensuite ça a été, Projet OVNI, les scénarios de La Talente Fugitive, première version, enchaîné ensuite avec Le Souffle du Dragon, que je n'avais pas mixé puisque je crois à cette époque-là, les Arthuriades n'étaient pas encore sortis donc par contre j'ai enchaîné les Arthuriades après le Souffle du Dragon, et qui était un enchaînement absolument parfait par rapport à ce qui s'était passé à la toute fin de la campagne du Souffle du Dragon pour mes joueurs. Les Arthuriades, qui est pour moi un des plus gros chefs-d'œuvre hein, sortis pour Nephilim. Ensuite, ça a été l'Assemblée du Seuil, première version qui se passe à Prague, où là, on rentre vraiment dans cette ambiance feutrée ésotérique, vraiment à la 9e porte, à la Pendule de Foucault, enfin cette ambiance vraiment qui moi m'a plu dès le départ dans Nephilim. L'Assemblée du Seuil, qui est vraiment aussi une campagne extraordinaire. J'ai n'ai pas si j'ai joué à l'OA, mais comme joueur, avec un de mes joueurs qui a voulu la masteriser. Et bon, j'ai pas accroché peut-être parce que, bon, je sais pas, ils vont se jouer, bon, je vais pas spoiler, mais bon. Mais je suis absolument convaincu que c'est une excellente campagne. Mais hélas, je l'ai pas masterisé. Bon, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, à vrai dire. Ensuite, ça a été, attendez, Les Chroniques de l'Apocalypse, où là, vraiment, c'est la claque. Donc, ce parcours aussi, là, ça se passe dans les années 90. Hein. Donc, qui était à peu près l'époque où se passaient ces scénarios et ces campagnes. Donc j'étais raccord par rapport à l'univers et l'évolution de l'univers dans les années 90. Mais ensuite, j'ai eu une longue période où je n'ai plus du tout joué.
Et d'ailleurs, je vais faire une petite digression, une petite parenthèse pour dire à ceux qui nous écoutent, les MJ justement qui se sont arrêtés à un moment donné aussi parce que la vie, les enfants, enfin toutes sortes de raisons qui ont fait que, le groupe de joueurs s'est réparti aux 4 coins du globe. Bon, il y a eu cette longue période finalement où on ne jouait plus parce qu'il y avait plus possibilité de jouer autour d'une table en live. Mais ce qui m'a remis dedans, moi, c'est, la découverte assez tardive, hein, parce que j'ai pas joué moi pendant le confinement. J'étais, et en plus de ça, comme bon puriste, je me disais: «Ça ne remplacera jamais une vraie partie autour d'une table, à se regarder droit dans les yeux plutôt qu'à travers une caméra». Et bah, j'avais tort parce que c'est mon ami, TM Nico pour ne pas le citer, qui, m'a remis le pied à l'étrier et qui m'a prouvé combien c'était, possible de jouer avec ce groupe de joueurs répartis aux 4 coins du globe et de vivre des aventures incroyables. Et mais alors c'est une autre dimension du jeu de rôle, hein, on pourra en parler peut-être justement des tables virtuelles. Ça fera peut-être l'objet d'une émission, allez savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. Mais vraiment, si j'ai un conseil à donner, aux maîtres de jeu qui ont arrêté pour, différentes raisons, reprenez le jeu. Surtout ne perdez pas de temps. C'est trop bon, c'est votre passion, jouez, jouez et jouez sur des tables virtuelles, sur Foundry, sur Roll20, ce genre de plateforme. Parce que vraiment, voilà, c'est trop bête de perdre toutes ces années à ne pas jouer. Et donc moi, j'ai eu cette longue période, où finalement, bah, voilà, des années, hein, peut-être 10 ans, je sais pas, et les Chroniques de l'Apocalypse, on a fait il y a 5 volets, j'en ai fait 3 qui se sont terminés. Alors, il faut dire qu'on était tellement investis dans le jeu et Carthage le dira aussi, hein, cette campagne, elle te remue, quoi. Les joueurs, ils sont certainement arrivés à un certain niveau et les choix, les choses qui leur arrivent et cetera, c'est du lourd, hein. Par rapport au lore, par rapport aux découvertes. Ça s'appelle pas l'Apocalypse pour rien, hein, les Chroniques de l'Apocalypse. Moi, j'ai un joueur qui en a même, presque eu un bouleversement dans sa vie. Il était venu à se retrouver dans le monde de Pachad, là, le monde de l'Apocalypse, à vivre toutes les apocalypses possibles et imaginables. Donc il y a passé un temps infini en fait dans ce monde de Cabal. Et il est devenu lui-même une invocation de Cabal de troisième cercle. Et pour les joueurs, un des objectifs, c'était de l'invoquer pour le faire revenir. Et, et il y a eu ce moment qui est une anecdote, mais qui a marqué la fin en fait, voilà, de nos parties et de moi en tant que MJ et de eux en tant que joueurs, euh, parce qu'il y a eu ce jet de dés. Et ça aussi, je pense qu'on pourrait faire une émission sur les dés. C'est qu'il a dû faire un jet de dés fatal. Et pourtant, il en avait du bonus, hein, il avait des trucs, mais il a fait 100. Il a fait une maladresse critique sur le jet de dés qu'il fallait absolument pas rater. Et c'était la fin. Et c'est ça, il y a eu un choc psychique là, très violent, qui fait que on s'est arrêté là, à notre grand désespoir, hein, moi en tant qu'MJ et puis les autres joueurs, parce qu'il n'a pas supporté le choc, hein. Encore un autre thème d'émission, l'implication du joueur à un niveau, j'ai envie de dire, presque psychique, hein, voire psychiatrique. Mais je regrette beaucoup parce que je sais que cette campagne, elle est monstrueuse. Et elle marque justement un tournant vraiment fondamental, énorme, dans le lore et dans l'évolution de ce jeu si évolutif. Et donc si aujourd'hui encore, moi je joue, depuis que j'ai repris, hein, dans les années 90, et c'est pour ça que je veux pas que vous dévoiliez quoi que ce soit sur la V5 et les nouvelles versions du Souffle du Dragon ou de la Talente Fugitive, parce que je veux pas être spoilé. C'est la raison pour laquelle voilà, je joue dans les années 90. Je joue avant les Chroniques de l'Apocalypse, pour peut-être petit à petit arriver à, avec un nouveau groupe, jouer ces fameuses chroniques et qui sont à mon avis voilà le tournant absolu, quoi. Et pour arriver ensuite peut-être à la V5. Il faut savoir que dans la V5, tu as quand même ce concept d'Arcadia, des Ferozenkreuz et tout ça, auquel moi je ne touche pas du tout. Non. Bon, je suis un peu long, mais voilà mon parcours. Et peut-être tout ce que j'ai dit s'adresse peut-être d'abord et avant tout aux MJ qui se sont arrêtés pour diverses raisons et à qui je conseille, enfin même j'ordonne de reprendre. Une ordonnance du monde de Pachad, Ah, ou d'Aresh, plutôt d'Aresh, parce que là, on est dans la violence. En tout cas, merci. On a un lien commun, on a le souffle. Mais je pense que c'est un lien commun avec beaucoup de MJ. Moi, je vais vous dire ce que j'ai joué. J'ai commencé dans les années 90, 90 aussi, avec La Rose de Provins, avec La Dame de 11 heures, certainement le scénario qu'il faut éviter, hein, je vous le dis, La Dame de 11 heures.
elle est pas restée dans les mémoires, hein, d'ailleurs, on est à Capri, je crois. Capri, c'est fini, terminé. Donc il y a des scénarios qu'il faut éviter là, je vais le dire celui-là, mais j'ai joué et puis, j'ai fait le Souffle du Dragon en tant que MJ parce qu'on était à la première édition, il y avait pas grand-chose, hein, rappelons-nous, donc le Souffle du Dragon est une campagne d'initiation pour moi et j'insiste, si je dois vous dire: «Prenez une campagne pour découvrir Néphilim», il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, rappelez-vous qu'on a fait occulte, épique, aventure, bouleversante, carte individuelle, immersion, on a et en plus on a tous les 3 joués, c'est pas à mon avis par hasard, c'est qu'il doit y avoir un truc. Et ensuite on est arrivé sur la deuxième édition, où là on a vu les Arthuriades arriver. On a vu l'Assemblée du Seuil, donc bien entendu je me laissais enquiller en tant que joueur. Là, c'était ma période joueur. J'ai fait, Loa, bien entendu et puis, c les, cette campagne Sélénime, que j'ai joué en tant que joueur et que j'ai fait en tant que MJ. Et en plus je vous donne une après je vous donnerai ma chronologie, mais je trouve que ça va assez bien, puisque la fin de la deuxième édition, c'est, finalement tout simplement les Chroniques de l'Apocalypse. La deuxième édition, on est je sais plus en quelle année, on doit être en 80, bah, près de 2000 en fait, puisque je crois que ça se goupillait les années 2000. 96 ou 97. Voilà, ça a dû commencer, je crois que c'était vraiment 99 même, hein, qu'ils ont sorti Ouais. les 5. Il y avait Testament qui expliquait, donc pour ceux qui veulent jouer Chroniques de l'Apocalypse, il faut quoi? Il faut un bouquin qui s'appelle Testament, qui donne en fait le contexte, enfin il faut, ça aide, hein, beaucoup et puis il faut, Irizos, Phaéton, 666, Yévé et Finis, quelque chose comme ça. C'est Il y a Finis, des le dernier. Voilà, Finis, L'été. qui sont des bouquins qui étaient des livrets, mais alors avec lesquels vous pouvez jouer. Il y a 2 campagnes, hein, moi je vous le ferai dans cet ordre-là, même si c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Vous commencez par le Souffle du Dragon. Vous le jouez comme dit Baron Los, avant 1999. Il y a pas les téléphones portables, les trucs, on revient dans une ambiance, voilà, en plus qui peut dépayser des joueurs d'aujourd'hui qui ont pas connu ça. On est dans un passé assez proche, mais et puis après vous enquillez, les Chroniques de l'Apocalypse, vous avez un truc, vous mettez les Arthuriades entre les 2, Souffle, Arthuriade, Chronique. Vous avez fait votre vie de MJ, et de joueur de Néphilim, hein, voilà. Et après, j'ai continué puisque dans les années 2000, j'ai joué Al-Mougawiyah. Si des auditeurs se rappellent de cette campagne, j'ai le bouquin là, je sais plus où il est, en gros bouquin, Multisim s'est perdu, hein, dans Al-Mougawiyah, je pense. Donc c'en est une deuxième que moi je vous dis, si vous voyez ça, ne rentrez pas forcément dedans, à moins que vous ayez vraiment très envie, mais et puis après il y a eu la 20e, édition, on n'avait pas eu beaucoup, de scénar et on arrive à la 5e. La 5e édition qui est finalement quoi? On reprend les grands scénarios, on retrouve le Souffle, hein, dès la saison 1 de Légende, il y a le Souffle du Dragon, il y a Sélénime, il y a les Templiers parce que c'est les adversaires, héréditaires. Mais là on a eu aussi la réédition de la Nouvelle-Is. Nouvelle-Is qui était un scénario de base. Donc je refais mon truc. Vous faites Nouvelle-Is, Souffle du Dragon, les Arthuriades, Chroniques de l'Apocalypse. Voilà, vous êtes encore mieux et vous en avez pour 5 ans. Mais là, il y a quelques pépites dans la 5e. Il y a Éole, il y a la Toison d'Or et il y a l'Assemblée du Seuil qui a été, rééditée. J'ai pas eu une très bonne expérience de l'Assemblée du Seuil, donc je vais pas forcément vous la conseiller. Ça se passe à Prague, voilà, je veux pas déflorer le truc, c'est sympa, mais j'ai pas eu, et puis donc dans la 5e, donc je vous conseille dans la 5e, la Nouvelle-Is, Éole, la Toison d'Or. Il me reste encore la Constellation, à jouer. Donc là, j'en ai cité pas mal, je suis désolé, j'ai fait un peu une liste à la Prévert. Mais donc je vais refaire, vraiment mon tips, hein. Vous commencez par le Souffle, peut-être 1 ou 2 scénarios comme, dit, ou en tout cas des scénarios individuels comme proposé par Carthage. Vous attaquez le Souffle. Si vous mixez le Souffle et l'Arthuriade, c'est encore mieux, mais ça vous demande du taf, hein, en termes de MJ. Si vous aimez, l'alchimie, les pragues et cetera, vous allez vers l'Assemblée du Seuil. Et puis après vous allez vers, bien entendu vers les Chroniques de l'Apocalypse. Les Sélénimes, c'est intéressant parce que Carthage en a parlé, Baron Los en a pas parlé. Moi, les Sélénimes, je les ai complètement, quasiment enlevés de mon lore. Parce que ça me complexifiait trop l'univers et puis, à vrai dire, je vous le dis tel quel, j'ai jamais compris la puissance des Sélénimes, dans la balance, cosmique du Graal terrestre.
et du coup, j'ai toujours même si j'ai joué à la campagne Sélénime, j'en ai toujours fait un monde parallèle quelque part, un truc, voilà et mais voilà, point de vue, purement de Kylian sur le sujet. Donc voilà ce que je peux vous conseiller, c'est, avec toutes ces campagnes excusez-moi, il y en a beaucoup, hein, parce que je crois qu'il y a à peu près publié à ce jour 99 ou 100 livres Néphilim, pas que des campagnes et avec une bonne partie de campagne. Donc allez-y et puis si vous voulez écrire vos campagnes, c'est bien aussi. Vous avez beaucoup de bouquins de background, donc ça peut vous permettre, d'écrire cela. Donc là, on a fait chacun nos pot-pourris de notre pot-pourri de campagne. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait de spoil de ce qu'il y a dedans, hein, parce qu'on s'est dit qu'on voulait pas justement dire que dans le Souffle du Dragon, le méchant était non, on ne veut pas le dire, parce qu'il y a peut-être, une émission qu'on fera, une émission complètement spoil. On révélera des grands secrets, mais on le dira au début parce que c'était quand même mieux comme ça, même pour les MJ, la découverte de la lecture serait bien. Et on a fait l'ordre. Est-ce que vous avez fait c'est une question, bonus, le temps passe, mais je vais en prendre encore quelques secondes. Est-ce que vous avez fait des campagnes dans le passé? Est-ce que vous avez écrit alors parce qu'il est à part les Arthuriades, il n'existe pas de campagne officielle, avant les années, 90. À part les Arthuriades, hein, je et alors il y en a qui font appel, hein, au passé, dans des effets mnémos et cetera, mais vraiment qui se présentent. Vous êtes un Néphilim et vous êtes dans une période. Est-ce que vous avez vous fait des campagnes? Moi, je juste répondre, non. C'est hélas, parce que justement j'aurais vraiment adoré qu'ils sortent d'autres suppléments comme, les Arthuriades, qu'on puisse jouer à l'époque d'Alexandre le Grand, à l'époque, des Romains, à l'époque des Cathares. Voilà, j'aurais adoré qu'il y ait toute une, collection comme ça d'éphémnémos, campagne, mais hélas, non, à part, les Arthuriades, moi je n'ai, jamais joué. Par contre, je sais que Carthage, lui, a sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Exactement. J'ai fait pas mal de choses. En fait, quand je dis moi, c'est moi et mes joueurs. Parce que quand tu as un joueur qui te dit, «Je vais en Chine et puis, je vais aller voir Bouddha et puis je vais voir de quoi il en retourne», tu regardes ce que tu as dans le lore, puis il faut aller fouiller et puis du coup tu fais de la création et c'est ça qui est sympa. Donc je dirais j'ai fait, alors j'ai fait déjà pas mal de petits, points de focus sur des bouts d'histoire et puis, alors principalement, ça m'a amené tout ça à Carthage, donc les Portes Noires, un grand moment. J'ai un personnage, qui a emprunté les portes, qui a participé au grand projet et cetera. Ils étaient même 2 et là, je suis en train de finaliser, une campagne que je vais faire jouer à des amis de Baron Lost là, qui se passe, dans l'Égypte, d'Amenophéis IV, donc Akhenaton. Donc il y a énormément de lore sur le sujet. Il y a tout un tas de livres historiques et ce que je peux conseiller aux joueurs, s'ils arrivent à mettre la main dessus, il y a un petit bouquin qui s'appelle Le Compagnon, qui décrit tout un tas d'époques d'incarnation et c'est vraiment tout un tas de tips. On peut aller fouiller dessus, on dit: «Tiens, là, je vais m'intéresser à ça, cette période». Il est vraiment bien, c'est un petit fascicule qui est très riche en fait si ça peut nous donner des idées. Voilà, donc je vais pas trop spoiler, mes joueurs parce qu'ils ont pas fini certaines choses. Ils vont avoir des effets de mémos sur certaines choses, mais la partie Carthage, la partie, Égypte qui va bientôt arriver et puis, par exemple, bah, je peux donner une petite, j'avais fait jouer il y a un de mes joueurs là, celui le fameux qui est parti avec Bouddha. Je voulais qu'il se confronte au Rose-Croix parce que justement dans son background, il avait mis, qu'il avait eu connaissance des Rose-Croix et je voulais qu'il touche en fait vraiment à ce que c'était la Rose-Croix et qu'il se pique aux épines quoi de la rose et donc il est parti, sur les ordres de Bouddha, bah, sur les routes en Asie pour, aller, prêcher, et puis propager le message de Bouddha. Il est parti avec un humain qui bien sûr, était un Rose-Croix mais il le savait pas à l'époque et un jour il arrive dans la montagne, dans l'Himalaya, perdu et le Rose-Croix lui dit: «Tu sais mon ami, j'ai entendu parler d'un temple qui se trouve, à l'autre bout, des montagnes là et voudrais-tu m'accompagner?» Le joueur, en question, au bout de 20 ans, il avait confiance, il est parti, il se retrouve seul, isolé dans la montagne. Son simulacre commence à mourir, empoisonné et l'autre lui dit: «Tu sais, je viens de t'empoisonner, tu n'as
pas de chance car, tu vas mourir, tu vas quitter ton corps et là, si tu ne m'incarnes pas, moi qui suis Rose-Croix et qui me suis entraîné à pouvoir recevoir, ton tu vois, tes K-éléments sans me faire posséder totalement, eh bien, tu partiras en narcose et tu te fossiliseras dans les champs magiques, dans la montagne. Voilà, je te laisse le choix. C'était le premier contact avec, ce joueur et la Rose-Croix. Ça l'a pas mal, touché. Ça et du coup, il a vu la Rose-Croix d'une autre façon après dans les campagnes. Voilà, c'était Moins sympathique, moins moins sympathique de sympathique. suite. Et tu vois justement, c'est peut-être là, par où on pourrait conclure, c'est que, par rapport à l'enchaînement des scénarios des campagnes, l'idée, c'est pas forcément de respecter une timeline, officielle, mais, de d'arriver à tisser un parcours initiatique, cohérent, pour ses joueurs. C'est ça l'essentiel à mon avis. Et juste pour rebondir aussi à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Carthage, sur un scénario que tu avais trouvé enfin que tu avais, écrit, où finalement les joueurs ne savent pas qu'ils jouent dans l'univers de Nephilim. Et bah, ça m'a fait penser parce que, faut savoir que dans les 3 grosses, coffrets là de des films, c'est vrai qu'il y a une multitude hallucinante de scénarios et de campagnes, hein. Dans chaque supplément, que ce soit les mystères, les Synarques, Templiers, Rose-Croix et cetera, il y a je ne sais combien de scénarios. La Toison d'or, on l'a dit, le Théâtre de la mémoire, Shakespeare, ça a l'air génial. J'ai juste parcouru comme ça rapidement, mais il y en a un et ça m'a fait penser, ce que tu as dit, Carthage, à ça, c'est le Réveil d'Isis, qui est annoncé comme, une campagne pulp pour Nephilim. C'est inattendu, hein, parce que, du pulp dans Nephilim, mais là, pourquoi pas? Et finalement, c'est intéressant parce que peut-être commencer par le Réveil d'Isis pour des joueurs qui sont peut-être ou des MJ habitués à jouer à du Cthulhu ou, à des choses, comme ça dans ces univers, occultes, un peu pulp et tout ça. Le Réveil d'Isis, il commence un peu, je sais pas si tu l'as lu, Gartage, ou au moins le début? Moi, j'ai lu que le début, mais les joueurs se réveillent, amnésiques et donc peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont des Néphilim. Je crois, se réveillent dans des sarcophages, voilà, ils se retrouvent après, ils arrivent à s'enfuir. C'est le tout début. En fait, c'est une campagne qui commence, comme on dit, in media res, donc dans l'action. Et ils se retrouvent dans les rues de Paris à courir alors qu'ils sont en toge, déchirés, dans les rues de Paris. Et, je n'en dirai pas plus, hein, mais je pense qu'en fait, peut-être, pour commencer aussi, pourquoi pas, avec, une belle campagne de la V5, pourquoi pas commencer avec le Réveil d'Isis? C'est une autre approche, Ouais, et ouais. effectivement, c'est du pulp. Je l'ai pas fait jouer, je l'ai lu aussi. C'est pas mon approche vraiment potentiellement néphilim, mais c'est pas parce que c'est pas ma approche que c'est pas une bonne approche, elle est certainement bien. Mais effectivement, ça peut faire venir des joueurs qui sont plutôt, pulp, on va dire comme ça. Elle est, ouais, ça me fait penser à du Toulouse pulp, hein. C'est Ouais, un ouais, peu le ouais, même complètement, truc, ouais. hein, quand ouais, assez dynamique. Et pour finir sur l'historique, merci, Carthage et Barlos. Moi, j'avais tenté, je me ramène au début des années 2000, donc ça fait 25 ans. On avait créé des Néphilim et on avait décidé de faire toutes les incarnations communes et jouer les incarnations communes des Néphilim. Ça avait commencé aux guerres élémentaires, le néolithique. Et en fait, face à l'ampleur du sujet, on avait arrêté au bout d'1 an à peu près. Et on avait fait 2 périodes. On avait commencé la 3e, mais c'était trop en fait. C'était trop, en fait, l'histoire, on s'est englouti dans l'histoire. Mais la vie est si longue des Néphilim, séculaires qu'en fait, c'est pas possible de le jouer. Et en plus, il manquait des ingrédients, comme je disais, de bouleversement de l'univers. Jouer dans le passé a une contrainte, c'est que, le passé est figé quelque part. Je me permets de dire ça. C'est-à-dire que si on veut respecter un certain nombre de timelines, Akhenaton a existé, les pyramides, Napoléon a envahi à un moment donné, les guerres de Gaulle et cetera. Et donc ça me bridait, ça me bridait. Et contrairement aux aventures contemporaines qui c'est peut je ne sais pas pourquoi les auteurs ont fait plutôt des campagnes contemporaines, mais j'imagine c'est parce qu'ils pouvaient bouleverser l'univers sans devoir essayer de trouver des uchronies en fait, potentielles. Imaginons on joue une campagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'était comment? Les années noires, je crois, les incarnations, où il y a pas mal de luttes occultes et on arrive on ne sait pas, à assassiner, à juste titre, je ne vais pas dire de trucs de personnel, à juste titre et Hitler. Et du coup, on change l'histoire.
et effectivement, là, on bouleverse l'univers des films tel qu'il peut en plus, être raconté aux contemporains puisqu'il y a des liens avec, les comment ça s'appelle? Tulé, hein, je crois, la conspiration de Tulé, dans les chroniques, de l'Apocalypse si je me gourre pas. Donc et c'est complexe aussi, hein, jouer le passé. Ça sous-entend une certaine consistance de votre univers à long terme. Donc c'est pour ça que je posais la question parce que c'est pas facile, de trouver du bouleversement, voilà, dans le passé si on veut rester consistant avec, le présent. Donc voilà, sur cette question, moi alors j'ai encore bien entendu, on va essayer de pas tarder à conclure parce qu'on est déjà long. On a parlé de toutes les de toutes les campagnes, on a parlé de notre chronologie un peu, telle qu'on la voyait et puis, je voulais juste parler du niveau d'ésotérisme ou de secret dans vos campagnes. Parce que quand j'entends Carthage, j'entends des joueurs qui, au bout d'un moment, en ont vu, quoi. Ou des personnages aussi, ils en ont vu, des vertes et des pas mûres et puis, les Rose-Croix les connaissent et Baron c'est pareil, après avoir joué tous ces scénarios, tout, bah, les joueurs, si on n'a pas changé de joueur, ils connaissent bien l'univers des films et finalement, comment on arrive à renouveler, le niveau de mystère, le niveau d'ésotérisme avec des joueurs donc là, je vais complètement à l'extrême, hein. On a fait, les campagnes des plutôt débutants, les campagnes telles qu'on jouait, puis maintenant, en fait, j'ai un groupe de baroudeurs là. Les mecs, ils ont tout vu, les dames, elles ont tout vu, ils ont tout vu et puis, je fais une campagne, faut que je les surprenne. Quelle serait votre campagne que vous conseilleriez? Ou peut et est-ce que vous auriez une ou 2 astuces pour quand même, peut-être en puisant dans le dans le lore, venir surprendre des joueurs ou des joueuses qui seraient, on va dire pas lasses, mais en tout cas, très experts? Baron Los ou Carthage, je vous laisse le choix. Je vois Baron Los qui me regarde, en disant i Ah, vas-y. moi, j'ai eu, cette période, comme je disais, assez longue où finalement j'ai complètement zappé la V3 et la V4 et quand, je m'y suis remis, j'ai vu cet univers que je pensais connaître totalement, bouleversé, transformé, enrichi, bah, d'une force, phénoménale à laquelle je m'attendais pas et donc avant, c'est mon point de vue, hein, mais d'arriver à épuiser toutes les possibilités qu'offre cet univers, je pense qu'il se passera du temps et peut-être plusieurs vies parce que c'est d'une richesse, totalement dingue. Heu, j'arrive pas à croire qu'en fait, qu'on puisse se lasser de cet univers, avant d'arriver au bout de toutes les campagnes, qui sont sorties. Le tu vois? Je vois le théâtre de la mémoire là qui se passe autour de Shakespeare, je vois, des campagnes, à mon avis qui ont encore beaucoup à offrir même à des joueurs aguerris, après bon, heu, je peux me tromper, c'est vrai que mais est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à se blaser, de des films? C'est la grande question. De mon point de vue, non, je ne crois pas que ce soit possible. C'est clair, ça a le mérite d'être clair et partage ton point de vue. Alors, je vais prendre la question un peu à l'envers parce que, j'ai commencé, les films, il y a longtemps, j'ai eu un grand trou et puis j'ai commencé à faire rejouer et j'ai vu la masse de lore qu'il y avait et je me suis dit: «Mais pourquoi je dois partager tout ça en tant que MJ et juste faire jouer ce qui se passe en Bretagne ou, dans ce lieu?» J'aimerais bien ouvrir ça à mes joueurs et je me suis dit: «Quel niveau de jeu je veux faire atteindre à mes joueurs, en fait? Mmh, Quel niveau de connaissance ouais. je veux qu'ils atteignent pour, que ce» et du coup, je me dis: «Bah, il faut que je fasse jouer les chroniques, quoi». C'est tu mets le pied dans un étrier dans une étrier qui va te propulser, sur des sphères un peu plus, voilà et je pense qu'il y a des niveaux de jeu différents dans les films. Donc en fait, je pense qu'avant tout, il faut vraiment, en tant que MJ, peut-être déterminer, là où ton ta limite peut-être. Qu'est-ce que tu voudras jamais atteindre ou qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu permets de montrer aux joueurs. Donc effectivement, quand tu commences, bah, tu vas peut-être être plutôt local et puis après, je pense que d'aventure en aventure, tu vas commencer à voyager peut-être dans toute la France et puis, peut-être, dans d'autres régions. Commencer à faire des connexions, des ponts entre des faits occultes un peu différents. Tu vas voir tout un tas de PNJ, tu vas avoir des figures, tu vas commencer à te poser des questions et puis, tu vas avoir une espèce de macro, une vue un peu macro du monde et là, ça commence à devenir super intéressant en tant que MJ. En tout cas, c'est ce qui m'éclate parce que du coup, mes joueurs commencent à me poser pas mal de questions. Ils commencent à être acteurs du monde occulte, vraiment, parce que
C'est pas juste des figures qui subissent, c'est, «Bon, on va faire ça parce que, voilà, on l'a déjà fait, dans une campagne précédente et on n'avait pas compris pourquoi on l'avait fait à l'époque. Maintenant, on connaît les tenants et les aboutissants» et du coup, derrière, je pense que c'est riche, hein, tu pourras jamais, je pense, tout montrer aux joueurs. Par contre, je pense que des joueurs qui se focalisent sur, un aspect de Néphilim, par exemple, tu as un groupe de kabbalistes, tu as un groupe de kabbalistes de Pachad ou tu as un groupe de ne serait-ce que l'exploration d'un monde de Kabbale, ça peut être, très, très long, quoi. L'alchimie, tu peux j'ai un joueur qui est fasciné par la lune noire, donc depuis le début, il a passé ses incarnations Porte Noire, il a été en Amérique du Sud, il a fait son incarnation, principale au Mexique, il en est ressorti avec des connaissances sur les sélénimes et il voit des sélénimes partout. En fait, il a une espèce de vision faussée du monde et tout est un problème lié à la lune noire, tu vois? Donc et j'ai des joueurs comme ça qui ont orienté leurs intérêts sur vraiment des choses différentes et là, j'ai beaucoup développé. Donc je pense que tu as des strates énormes. Je pense que dans les livres, il y a vraiment des secrets, dans des secrets des secrets et pour y arriver, j'aime bien comparer ça à un millefeuille. C'est-à-dire que mes joueurs, ils vont éplucher, ils vont gratter l'oignon, quoi, ils vont peler l'oignon, ils vont enlever des couches. Mais à chaque fois, j'essaie de leur réserver une surprise. Ah, il y a une couche d'oignon supplémentaire et là, ils en peuvent plus. Ils se disent: «Mais c'est sans fin» et il y a un petit côté comme ça qui commence à il les a marqués en tout cas et qui continue à les marquer et ils se disent: «C'est pas possible, quoi». Donc Et c'est voilà, c'est ouais, génial. ouais et c'est bien. Et n'hésitez pas d'ailleurs, en MJ, faut pas tout lire, hein, comme on dit le lore, vous allez vous tuer à essayer de tout lire. Mais quand vous commencez à voir que l'univers a été défloré, réouvrez les mystères, réouvrez, les Templiers. Regardez juste les arcanes mineurs et vous allez voir qu'en fait, il y a plein de trucs que dans les campagnes on ne traite pas et qui peuvent ramener, et de lore officiel qui peuvent ramener en fait du souffle. Ouvrez la Kabbale, l'ouvrage de la Kabbale, alors on l'a pas dans la 5e édition, mais elle est dans une édition précédente. Pareil, il y a les descriptions des mondes et cetera. Moi, je vais vous poser et avant de conclure, je vais vous poser 2 questions. Combien de vos personnages, quand vous étiez joueur, ou de personnages de vos joueurs, quand vous étiez MJ, ont atteint un 3e cercle de sciences occultes, hein? Rappelons que la magie, enfin les sciences occultes, il y en a 3 grandes, la magie, la Kabbale, l'alchimie et qu'à chaque fois, il y a cette notion de puissance, les 3 cercles, un 1er cercle, 2e cercle, 3e cercle et le 3e cercle est, on atteint un niveau de puissance, un grand magicien, un grand kabbaliste ou un grand alchimiste, le grand œuvre. Et combien de vos personnages ou de personnages de vos joueurs ont atteint ces cercles-là et donc ont pu utiliser les sciences occultes liées à ces cercles? Moi, je parlais tout à l'heure de ce groupe d'amis avec lequel j'ai joué jusqu'à la fin du 3e volet des Chroniques de l'Apocalypse et donc ils avaient vécu, en fait, avant, toutes ces aventures, toutes ces campagnes. Alors, il faut dire qu'on jouait avec le système, de la V1 qui était le basic role playing, hein, Chaosium et donc les progressions se faisaient naturellement avec, les dés, hein. Il fallait, rater son jet de compétences pour pouvoir, l'augmenter de je sais plus si c'était un dé 10 ou quoi. Donc quand ils ont commencé, les Chroniques de l'Apocalypse, ils étaient déjà, à 70%, 75% en K, ce qui correspond, dans la V5 à 7, ou 8. Donc ils étaient tous au 3e cercle de magie, au grand secret, voire au 3e cercle de cabale pour certains. Donc ils avaient une puissance extraordinaire. Mais il faut dire qu'avec cette puissance, arrivent aussi des ennemis puissants. Ah, c'est proportionnel, on va dire, parce qu'il faut savoir que quand on commence au début, on se dit: «Tiens, mais même un personnage, qui débute avec, 3, en K ou 4, on se dit qu'on est déjà capable de faire des choses extraordinaires. La magie, la cabale, l'invocation des créatures, on se dit: "Putain, ce personnage est puissant". Mais on se rend compte assez vite, finalement, qu'on est des personnages très puissants, mais dans un univers, en fait, où d'autres sont bien plus puissants. C'est-à-dire qu'on se rend compte en progressant et j'adore l'image du millefeuille, hein, de Carthage, on se rend compte en progressant dans la découverte de ce monde qui est un monde à secret, hein, un monde à tiroirs, qu'au fur et à mesure, on ouvre des tiroirs, on pose des questions qui amènent des réponses, qui posent d'autres questions et cetera et on découvre qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, Kylian, d'autres Néphilim et que pour certains, ce qu'on appelle les figures, sont extrêmement puissants.
beaucoup plus anciens. Ils œuvrent dans les arcanes majeures ou dans d'autres, sphères et au fur et à mesure donc c'est pour ça que c'est la richesse est infinie dans ce jeu, c'est que quand on pense être arrivé à une certaine vision globale de cet univers, tout à coup, il y a quelque chose qui émerge et là, c'est un nouvel océan à explorer, de nouvelles terres à explorer, voilà. Donc aussi puissant que les Néphilim soient, il y a toujours plus puissant qu'eux. Et Il y a ça toujours, sera, ma dernière question, et je reviendrai, mais du coup, j'y vais comme ça, la dernière question, c'est: combien de vos personnages ou vos personnages ont atteint la Agartha? je pense que d'un certain point de vue, peut-être, elle est inatteignable. Eh beh, mais c'est une réponse, c'est Carthage. Quant à toi, alors c'est ces 2 Ah, questions. je te répondrai, qu'est-ce que la Gartha? Tu sais, c'est la fameuse question, crois-tu en Dieu? Définis-moi Dieu. Heu, L'unique, hem, alors dans mes parties, aucun n'a atteint la Gartha. On se demande bien ce que c'est la Gartha. D'ailleurs, tout le monde en parle. Qui a vu un Agarthien parmi nous? Ne serait-ce qu'avoir vu un Agarthien. Est-ce qu'on en a fait dans nos parties? Je sais pas. Et pour les sciences occultes, en fait, ils sont vraiment là au bord. Jamais personne n'a atteint le troisième cercle, dans mes parties. J'ai pas joué assez longtemps. Là, avec les chroniques, ils sont vraiment sur le seuil. Pour ceux qui connaissent, au niveau de la magie, il y a un seuil, c'est compliqué de passer en troisième cercle, il y a du danger. Les joueurs se demandent si c'est judicieux de tenter l'épreuve, pour basculer ou pas dans le pire des moments. Donc il a repoussé un petit peu, l'échéance après la date fatidique, des chroniques. Mais, voilà, je réserve ça pour après, les chroniques que j'espère, terminer. Donc, ce sera, peut-être l'apothéose, dans encore d'autres aventures pour mes joueurs après, mais, voilà, personne n'a atteint. C'est une aventure en soi, hein, le troisième cercle, je trouve, c'est et riche moi, déjà, hein, je vais donner aussi ma réponse, c'est qu'après tant et tant de campagnes, je compte sur les doigts d'une main les personnages, hein, qui ont atteint un troisième cercle. Heu et moi, je crois que j'ai eu un personnage qui a atteint et qui a eu, je crois, c'était le grand secret, donc la magie et de sorte à l'époque, c'était la deuxième édition, c'était quand même compliqué et effectivement, là, déjà, je pense qu'il y a encore, c'était intéressant, on disait, on a fait et pourtant mon personnage avait fait pas mal de campagnes, hein. Donc c'est-à-dire qu'on était encore loin d'avoir découvert tous les secrets et les potentiels de l'univers, il y avait forcément plus. Quant à l'Agartha, j'ai un seul personnage, qui a atteint l'Agartha, car moi je considère que les Agarthiens existent dans mon lore. Ils sont bien membres de la CAN 21 et par exemple, j'ai considéré, que le lion vert était un Agarthien, donc c'est mon postulat, hein, je dis pas que c'est le lore officiel. Et donc moi j'ai un des personnages qui est atteint, l'Agartha et en hommage, d'ailleurs aux joueurs, qui nous a quittés, il y a 2 ans, voilà, on avait fini la campagne de Novalis et donc ce personnage dans, le souffle du dragon atteint l'Agartha et est accueilli parmi les Agarthiens et voilà, en hommage, à ce joueur parce qu'effectivement, je pense que l'Agartha n'est pas la vraie raison d'être, du jeu n'est fini. C'est Mais certainement non, un parce que leurre, voilà. justement, quelque part, c'est la fin du voyage et on sait que finalement dans tout bon voyage, comme dans toute bonne quête initiatique, ce n'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. C'est ce qu'on vit pendant ce voyage et l'Agartha n'est qu'un objectif, un cap, mais le chemin sera long et tant mieux. Et exactement et le chemin est encore long pour nous d'explorer, tout l'univers de Néphilim. Donc aujourd'hui, ce soir, nous avons, bah, nous vous avons donné les grandes campagnes qu'on a appréciées. Pas mal de tips, merci Carthage et Baron pour vos astuces parce que je pense que dans les commentaires, qu'on a reçus, bah, les autres MJ ou joueurs veulent, hein, parce que c'est dans ce partage-là qu'on évolue. Puis même moi, j'ai pris des notes, hein, pendant toute la soirée, j'ai pris pas mal de notes. Ça va m'aider à me progresser et on va donc se quitter parce qu'il commence à être tard et on a dépassé le temps imparti, mais on a envie encore, je suis sûr, je vois sur les regards qu'on a encore envie,
On va vous demander la même chose que la première fois et vous l'avez fait avec tant de passion que je suis sûr que, vous allez recommencer à nous dire en commentaire quelles sont les campagnes qui vous ont le plus marqué, celles, qui correspondent et puis aussi, pour vous ce que c'est qu'une campagne de Néphilim et puis que vous nous disiez, quelles on a déjà eu, mais précisez les campagnes ou les scénarios que vous voudriez qu'on présente, plus en détail. Et les thèmes comme ça qui nous permettront de rentrer dans un détail. Alors ça sera un épisode de spoil, hein, bien entendu, mais ça nous intéresse, de pouvoir faire cet exercice avec vous, pour vous donner, notre avis, nos astuces sur ces campagnes-là et puis en commentaire, n'hésitez pas aussi à nous proposer d'autres thèmes. On se fera un grand plaisir parce qu'en fait, qu'on se dit, c'est que cette émission, j'ai quand même l'impression que c'est avant tout pour nous, les 3 autour de la table, mais un peu pour vous. Parce que, ça nous fait, plaisir d'échanger et puis, voilà. Donc, un grand merci à vous. Baron Los Carthage, je vous laisse le mot de la fin, hem, ce que vous voulez dire à nos auditeurs. Bah, tu l'as dit Kylian, en fait, ce qui est, génial, c'est que finalement, bon, bah, on échange nous, mais on n'est que 3, hein. Donc n'hésitez pas, encore une fois, MJ et comme joueur, hein, les joueurs sont évidemment les bienvenus à nous faire part de vos expériences dans des films, ce qui vous a touché, ce qui vous a transformé vos joueurs. Voilà, donc on est que 3, mais la question c'est combien il y a de maîtres de jeu à Néphilim en France? Ça, c'est la grande question, voire dans le monde. Est-ce qu'il y en a ailleurs qu'en France d'ailleurs? C'est une En grande aux question parce que États-Unis, il c'est y avait une édition aux États-Unis, mais exact, avec exact, un petit succès d'ailleurs. Et je pense qu'il y a moins de MJ de Néphilim que de Néphilim en France. ouais, c'est ça, Je sais ouais. pas. Donc vraiment, Carthage. ouais, ouais, n'hésitez pas à échanger, avec nous. On est, très vraiment heureux de partager tout ça avec vous, quoi et c'est le but de l'émission, hein, donc allons-y. Faudra donner un petit nom pour ce cercle occulte, hein, une fraternité, c'est toujours un plaisir en fait d'échanger sur ce jeu, hein, qui nous a tous, vraiment marqués. Donc comme Baron Los, hein, j'invite tout le monde à mettre des commentaires et puis à poser des questions, hein. C'est enrichissant de partager, hein, c'est tellement riche que je pense qu'il y a autant de tables que de MJ, qu'il y a des idées qui peuvent venir, de partout donc ça nourrit un peu tout le monde. C'est un peu le but, je pense aussi de l'émission. Donc merci, hein. C'est toujours un plaisir. Et Et merci à tous. peut-être que nous-mêmes, nous sommes des Néphilim, allez savoir. Nous sommes Kylian, quel élément? invisibles. Bah, L'élément, Kylian? l'eau, tu sais. Oui, c'est vrai, un Edrim. Partage. Un Férim. Non, un Pyrim. Oh, et moi, l'Onirim. Vous Et saluons. voilà. Nous vous saluons. N'oubliez pas à rejoindre, le Patreon et la chaîne YouTube de Baron Los, je remettrai, et n'oubliez pas d'aller saluer Carthage pour tout son travail, sur Foundry et sur Néphilim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite sur d'autres parties Néphilim et dans une émission prochaine. À bientôt.